Depuis 300 ans, Port-Royal, la cité pirate, est engloutie au fond de la mer des Caraïbes. La ville a été littéralement engloutie par la mer. Mais à présent, de nouvelles recherches s'apprêtent à vider l'océan, à retirer la bombe de la mer des Caraïbes pour révéler ce qui était connu comme la ville la plus malfaisante sur Terre. C'était la plus grande capitale flibustière de tous les temps. Nous allons mettre au jour de nouvelles preuves saisissantes qui révèlent l'ampleur de la catastrophe qui a détruit la ville. Un séisme, un tsunami et des sables mouvants meurtriers. C'était une scène de dévastation absolue. Une ville aux mœurs si dépravées qu'elle méritait la colère de Dieu. Port-Royal était à la fois les villes de Sodome et Gomorrhe dans le récit biblique. Une équipe de scientifiques équipés d'outils de pointe s'attaque au mystère de Port-Royal. Comment le désastre s'est-il exactement déroulé? Pourquoi la ville a-t-elle coulé en l'espace de quelques minutes? En drainant l'océan, nous allons révéler la fameuse cité de pirates comme vous ne l'avez encore jamais vue. Imaginez qu'on puisse assécher l'océan. Vider l'eau de la mer pour faire apparaître ce qui se cache au fond. Aujourd'hui, ce rêve est accessible grâce aux nouvelles technologies. Les photos numériques et les sonars à balayage latéral nous donnent un aperçu remarquable des ruines englouties. À l'aide de ces données inédites, nous pouvons mettre au jour le monde perdu de Port-Royal. Au XVIIe siècle, Port-Royal, situé sur la côte sud de la Jamaïque, est un bastion britannique au cœur de l'Empire espagnol. La ville domine ce qui deviendra Kingston Harbour, depuis l'extrémité d'une longue langue de terre. Si vous avez vu le film Pirates des Caraïbes, Port-Royal est l'endroit où l'on rencontre Jack Sparrow. Ce port de 8000 habitants qui a prospéré grâce au profit de la piraterie est une ville en pleine expansion. Mais elle a également la réputation d'être le lieu le plus dépravé du globe. Il y avait certainement plus de tavernes et de lupanards que dans n'importe quelle autre ville des colonies britanniques. Le port est en effet un lieu de débauche. Il est maintenant plus vulgaire que notre Sodome, en proie à toutes sortes de paillardises. Le 7 juin 1692, un cataclysme frappe Port-Royal. Un puissant séisme ravage les 2/3 de la ville et les précipite au fond de la mer. Aujourd'hui, l'archéologue John Anderson, un spécialiste des villes englouties, va s'appuyer sur une nouvelle technologie pour découvrir comment le désastre s'est déroulé. La ville de Port-Royal a sombré si vite qu'elle a emporté ses secrets avec elle. C'est une ville engloutie, mais aussi le site d'une catastrophe. La ville a coulé si rapidement qu'elle a scellé l'instant dans le temps. On l'appelle parfois la Pompéi du Nouveau Monde. Elle ne demande qu'à être explorée sous l'eau, ce qui est vraiment rare en archéologie. La mission de John consiste à redécouvrir la ville engloutie et à reproduire un modèle numérique précis de ses ruines. Des données qui révéleront comment la cité a été anéantie en l'espace de 2 minutes terrifiantes. Les découvertes de John permettront de soutenir la proposition d'inscription du site au patrimoine mondial de l'UNESCO afin de renforcer l'importance de Port-Royal et de protéger ses ruines pour le futur. C'est un défi de taille, mais s'il est surmonté, les données nous permettront d'assécher virtuellement l'océan. De faire la vidange de millions de litres d'eau pour enfin mettre au jour la cité engloutie de Port-Royal. J'ai lu des articles sur Port-Royal quand j'étais enfant, et à cet âge-là, quand on apprend des choses sur une cité de pirates engloutis, on est instantanément attiré. Ce projet me remplit d'enthousiasme. La ville engloutie repose au large du village de pêcheurs actuel de Port-Royal.
Mais où exactement? Avant d'établir le relevé des ruines sous-marines, John doit d'abord les localiser. L'aspect le plus mystérieux de Port-Royal, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a au fond de l'eau. Mais on trouve encore des traces de la ville d'il y a 3 siècles. Ce mur est assez conséquent. Il appartient certainement à un bâtiment. Il délimite une maison. Ce n'est qu'un fragment de la cité perdue. La plus grande partie est enfouie sous plusieurs mètres de sédiments et de corail mort. Songez à ce qu'il pourrait y avoir là-dessous. Des centaines de bâtiments scellés sous le corail, avec tout leur contenu intact. Afin de révéler la véritable échelle de Port-Royal, John va devoir s'appuyer sur le matériel de balayage Dernier Cri. Son relevé vise à dévoiler les secrets de ces bâtiments enfouis, d'aller au-delà de ce que l'œil peut voir. Travailler sur ce site constitue un véritable défi, parce que la visibilité est très mauvaise. C'est pourquoi il n'a jamais été correctement cartographié. Parfois, lorsqu'on plonge, on ne voit pas plus loin que l'extrémité de son bras. La très mauvaise visibilité a contrarié les précédents examens. John va donc exploiter la technologie numérique la plus puissante disponible. Cet instrument ultramoderne n'a encore jamais été utilisé sur un site archéologique. On va le tester pour la première fois. Il a le potentiel pour le ressusciter, en faire un modèle en 3D. Le véhicule de surface autonome, ou ASV, envoie des ondes sonores pour mesurer les variations de hauteur du sol marin. C'est la première mission que nous allons effectuer au-dessus du site et aujourd'hui, les conditions sont idéales. L'ASV peut délimiter les murs et les limites de la cité enfouie afin que John puisse créer un modèle en 3D. J'ai hâte de voir les données pour déterminer si on relève les bâtiments en 3D. Mais à quoi ressemblait la cité perdue? Une autre technique peut nous l'apprendre. Un véhicule autonome sous-marin, ou AUV, va réaliser des milliers de photos grâce à une technique appelée photogrammétrie. Ensemble, les 2 drones sous-marins nous permettront de voir les ruines de la ville en haute définition pour la première fois. Ils nous donneront un nouvel aperçu de Port-Royal et nous fourniront des indices sur la catastrophe qui a détruit le site. Cette mission n'est pas une promenade de santé. La visibilité est généralement réduite et les navires en charge des relevés opèrent à l'entrée d'un port très animé. On devrait accéder à la partie principale du site à ce stade. Mais quelques heures à peine après le début des opérations, les choses tournent mal. Un bateau à moteur s'est aventuré dans la zone où l'équipe effectue les relevés topographiques. Il y a eu un incident et on essaie de récupérer le véhicule. On ignore où il se trouve exactement parce qu'un bateau a traversé la ligne qu'on utilisait pour le suivre. Un de nos gars essaie de le repérer visuellement. Un bateau a heurté la UV et a coupé l'antenne. Les dégâts sont plus sérieux que prévu. C'est le pire des scénarios. On a perdu le véhicule. Le relevé photogrammétrique est inachevé et l'accident va passer $1,5 million de matériel au compte des pertes et profits. On ne peut pas remplacer la pièce. Pas maintenant. Il va falloir revenir. C'est énervant. Mais le premier relevé, celui de l'ASV, a fonctionné. L'équipe reçoit les données sur la profondeur des fonds marins qui vont les aider à cartographier la cité perdue. On a cette partie plane où se trouvent les restes de la ville engloutie. C'est un début encourageant, mais l'équipe ne dispose que de la moitié des données nécessaires. John va devoir revenir pour achever la photogrammétrie des bâtiments du site. Le drainage des eaux au-delà de Port-Royal peut expliquer pourquoi la ville est devenue une place forte de la piraterie. Tout réside dans son emplacement, à l'entrée même du port de Kingston. Lorsqu'on vide l'eau de la mer des Caraïbes, on découvre un des plus grands ports naturels du monde. Avec ses 16 km de long pour plus de 3 km de large, il est assez vaste pour abriter des centaines de navires des ouragans qui frappent les mers tropicales. Autre atout de taille,
la langue de terre sur laquelle Port-Royal a été construit. Une des choses qu'on observe, c'est la pointe qui s'avance dans ce port très profond. Ces flancs abrupts en font un site idéal pour mettre les navires à quai. L'eau était profonde des deux côtés. Les grands vaisseaux pouvaient rapidement s'approcher tout près des quais. L'endroit peut paraître idéal pour construire un port, mais cette langue de terre est constituée de sable en perpétuel mouvement. C'est elle qui va causer sa perte. Le problème principal, c'est que la géologie des lieux est instable sur une grande profondeur. En cas de séisme, lorsque le sol se met à trembler, on est en sursis. Je doute que quiconque à Port-Royal avait réalisé qu'ils étaient assis sur une bombe à retardement. Sept mois après la destruction du matériel de photogrammétrie, John Anderson est de retour. Cette fois, le photographe Simon Brown remplacera l'AUV et prendra les photos de la ville engloutie. À cause de la visibilité réduite, Simon doit s'approcher tout près des ruines et prendre des milliers de clichés. 3 jours plus tard, les photos sont compilées en une modélisation 3D de ce qui gît au fond de la mer. Montre-moi ce que nous avons là, Simon. Ça n'a pas été simple, hein, mais nous avons pris une bonne partie du bâtiment 5. Il se peut que le bâtiment 5 ait été une grande maison familiale. Il n'en reste qu'une pièce qui apparaît avec des détails sans précédent. C'est remarquable compte tenu des conditions dans lesquelles tu as travaillé. On distingue le mur et on voit la cour attenante. On aperçoit le foyer de la cheminée, le parapet. C'est formidable. On voit même les briques. Ce que je trouve passionnant, c'est que ces représentations permettent aux gens de voir instantanément ce qui se trouve au fond de l'eau. Je ne m'attendais pas à des résultats d'une telle qualité. La mission de John a livré des résultats spectaculaires. Ces données photographiques remarquables peuvent révéler des indices essentiels sur le fond marin. Les fondations en briques de maisons englouties. On peut y adjoindre les données de la topographie sous-marine établie par le sonar à balayage latéral. En 3D, on distingue le relief de la ville engloutie. Et il révèle les contours de Port-Royal pour la première fois. Voici les 5 hectares rescapés de la cité perdue. On voit l'étendue de l'ancienne cité et ses contours pour la première fois. C'est assez formidable. Grâce aux données, nous pouvons reconstruire les bâtiments de Port-Royal. Nous pouvons drainer les eaux du port de Kingston autour de la cité perdue et ressusciter Port-Royal de sa sépulture océanique. Le soleil peut de nouveau éclairer ses rues. Pour la première fois depuis 300 ans, nous commençons à reconstruire ce qui était réellement là. Nous pouvons désormais faire la lumière sur la catastrophe qui a détruit Port-Royal, noyant des centaines de maisons et ses forts imposants. Les traces de sa dépravation restent toujours enfouies dans les ténèbres. Nous vidons l'océan autour de Port-Royal, la cité pirate engloutie. Pour la première fois, nous découvrons son intégralité, depuis qu'un séisme l'a plongé au fond de la mer il y a 3 siècles. Nous pouvons désormais découvrir s'il s'agissait de la ville la plus dépravée du globe. Depuis les années 1950, 3 expéditions archéologiques ont tamisé les ruines sous-marines de Port-Royal pour dévoiler son passé de pirate. Dans les années 1980, une équipe a découvert un segment de la structure de la ville. Au cours de cette décennie, on a mis au jour 5 bâtiments en quasi-totalité. C'est l'excavation la plus passionnante que j'ai jamais dirigée.
Aujourd'hui, la science peut nous aider à cartographier ces découvertes. Le tout à partir de 3 fouilles archéologiques qui traversent la cité engloutie. Les milliers de vestiges d'un monde perdu sont autant d'indices sur la fin cataclysmique de Port-Royal. Parce qu'il s'agit d'un site victime d'une catastrophe, il a scellé tout un éventail d'objets propres à cette époque. Chacun d'entre eux nous donne un aperçu du monde des pirates des Caraïbes au XVIIe siècle. Ce sont des instantanés de la vie quotidienne. Vaisselle en étain, porcelaine de Chine, marque de richesse personnelle. Les archives archéologiques de Port-Royal témoignent de sa richesse d'antan. En général, les villes du Nouveau Monde étaient de pâles copies de celles de l'Europe. Mais Port-Royal rivalisait avec les capitales européennes. Mais comment Port-Royal est-elle devenue si riche? La ville a été érigée sur le pillage des trésors espagnols. Dans les années 1650, l'Angleterre et l'Espagne sont en guerre. La Jamaïque, un territoire anglais des Caraïbes, est entourée par des possessions espagnoles de la Floride au Mexique jusqu'en Amérique du Sud. Port-Royal, sur la côte sud de la Jamaïque, est d'abord un petit avant-poste de l'Empire britannique. Mais l'échelle de la ville montre à quel point son importance a grandi. Ce fort a été bâti pour défendre l'entrée de Kingston Harbor, l'un des plus grands ports des Caraïbes. 500 navires pouvaient y mouiller. Afin de prendre l'ascendant sur les Espagnols, les Anglais font appel au service de pirates. En 1657, le gouverneur adjoint de Port-Royal a invité les pirates à venir sur place pour être d'une certaine manière une force officieuse. Le gouvernement anglais avait tout intérêt à ce que des pirates attaquent les biens espagnols pour les rapporter dans les ports anglais. Les pirates sont autorisés à piller les Espagnols, sur terre comme sur mer. On les surnomme flibustiers ou corsaires. Dans le cas de Port-Royal, on peut parler de piraterie soutenue par l'État. Et depuis leur poste avancé au cœur des Caraïbes, les flibustiers sont parfaitement placés. Ils sont à portée des routes maritimes entre l'Europe et le Nouveau Monde. S'ils voulaient rapporter des marchandises jusqu'en Espagne, les Espagnols devaient passer au large de Port-Royal. Les pirates étaient comme un renard au milieu d'un poulailler. Sa position fait de Port-Royal la capitale mondiale de la flibuste. La rumeur dit que le trésor des pirates dérobé aux Espagnols existe encore à Port-Royal. Ce service de vaisselle en argent pour la messe aurait été volé au Panama en 1671. C'est exactement le genre d'objet qui pouvait intéresser les pirates. Argent, or, tout ce qui avait de la valeur et qui était volé lors des pillages passait par les docks de Port-Royal. Les marchands s'enrichissaient, les pirates s'enrichissaient, les tavernes de la ville s'enrichissaient. Port-Royal était basé là-dessus. Il est convenu que la couronne d'Angleterre prélève un quart de la marchandise. Les pirates se partagent le reste du butin. Lors des toutes premières expéditions de flibuste, vers 1659, la flotte a rapporté l'équivalent actuel de 66 millions d'euros. L'ordre de grandeur des richesses espagnoles qui arrivaient par vagues à Port-Royal était colossal. Les injections massives d'argent liquide transforment cet avant-poste fortifié en ville prospère. Les archéologues ont reproduit des plans de la cité perdue en se basant sur les descriptions historiques et les cartes. John fait donc un relevé des rues à partir du Port-Royal de nos jours afin d'observer comment elles se relient aux ruines sous-marines. On sait d'après les plans que le village de pêche actuel suit la même orientation. Les rues sont donc identiques à celles du XVIIe siècle. Ainsi, Queen Street, qui était une des artères principales, se poursuit jusqu'à là-bas et s'arrête devant la mer. On sait qu'elle continue le long de la ville engloutie.
Les archéologues ont retrouvé les traces de Queen Street quelques 100 mètres sous la surface de la mer. En se basant sur l'aménagement de la ville, on peut révéler sa grandeur nature. Un réseau dense de rues qui couvre plus d'une vingtaine d'hectares. Le tout gardé par 3 forts imposants faisant face à la mer. À l'intérieur des murs d'enceinte, Port-Royal est aussi populeuse que le Londres du XVIIe siècle. À l'époque de son apogée, il y avait une densité de population incroyable à Port-Royal. Les ruines qui reposent au fond de la mer révèlent les similitudes entre Port-Royal et Londres jusqu'à l'architecture même de la ville. Il y avait la même concentration de structures en briques, de 3 ou 4 étages, des toitures abruptes, des façades extrêmement étroites sur des parcelles profondes, jardins à l'avant, à l'arrière. La ville mise au jour révèle plus de 2000 maisons de briques et de bois concentrées autour des rues de Port-Royal. Au plus fort de son développement, la cité accueille près de 8000 habitants. Mais les rues étroites et bondées vont devenir un piège mortel lorsque le séisme va frapper. C'est une péninsule où l'espace est confiné, surpeuplé. Les gens vivent côte à côte dans des demeures de 2 à 4 étages. Quand le séisme a frappé, il n'y avait nulle part où fuir. Dans les années 1670, Port-Royal est devenu le Las Vegas de l'époque. C'était presque comme une ville frontalière, une ville des Amériques au XVIIe siècle, à l'époque de la ruée vers l'or. Les gens venaient d'Angleterre pour faire fortune. Avec de telles promesses de richesse, négociants, marchands et artisans affluent en masse vers la cité pirate. Certains deviennent millionnaires du jour au lendemain. Une histoire raconte qu'un boucanier a donné 1000 livres à la plus belle prostituée de la ville pour qu'elle fasse un striptease avant de coucher avec lui. Mais Port-Royal était-elle vraiment la ville la plus dépravée du globe? Certaines découvertes remarquables sur ce monde perdu révèlent pourquoi la cité a acquis sa réputation. Un des bâtiments de Lime Street renferme des indices fondamentaux. Plus de 60 pièces, toutes des bouteilles. Quand on a excavé le bâtiment 1 de Port-Royal, il était évident qu'il s'agissait d'une taverne. On a trouvé plus de 60 bouteilles encore bouchées dans l'arrière-boutique. Ce que les archéologues ont découvert là n'est qu'un des nombreux repères d'ivrogne de Port-Royal. Les documents historiques mentionnent les innombrables tavernes, près d'une pour 10 habitants. John plonge au-dessus des ruines de l'une d'entre elles. C'est ici que les pirates venaient dépenser une grande partie de leur argent en alcool. Il est difficile d'imaginer le niveau de débauche et d'ivrognerie qui avait cours dans ce lieu. Les flibustiers dilapidaient leurs richesses dans le rhum, le vin et les femmes. Si vous êtes un flibustier type, vous consacrez votre argent au plaisir. Et il y avait une débauche de plaisir possible à Port-Royal, sous forme d'alcool, de nourriture et de sexe. Port-Louis devient tristement célèbre pour sa dépravation. Ces tavernes méritent l'appellation de bordel. Ce sont les repères d'une telle horde de Villegourgandines et autres prostituées notoires qu'il est presque impossible de civiliser la ville. Dans le monde du XVIIe siècle, tout porte à croire que Port-Louis est mûr pour subir la colère de Dieu. Certains estiment même que la ville mériterait d'être rayée de la surface du globe. Mais personne ne pouvait prévoir la catastrophe en 3 actes qui va l'emporter. Les traces de ce cataclysme sont encore présentes sur les fonds marins. Nous drainons les eaux qui entourent Port-Royal pour révéler la cité pirate la plus célèbre que le monde ait jamais connue. Pour faire la lumière sur la triple catastrophe qui a fait sombrer la ville sous l'océan lors d'un final apocalyptique.
Parmi les milliers d'indices recueillis au fond de la mer, il en existe un qui a figé l'instant du séisme avec une précision qui fait froid dans le dos. Une montre à gousset du XVIIe siècle dont les aiguilles sont rouillées depuis longtemps par l'eau de mer. Mais une analyse plus approfondie de cette découverte révèle quelque chose d'intrigant. Lorsqu'elle a été radiographiée, on a constaté que les aiguilles s'étaient figées à 11h43. Nous savons, d'après les documents historiques, que le séisme est survenu peu avant midi, ce qui fait dire à certains que les aiguilles se sont arrêtées au moment précis où le séisme a frappé. Mais quelles puissantes forces de la nature ont déclenché le tremblement de terre? Pour connaître la réponse, nous allons vider l'océan, non seulement autour de Port-Royal, mais tout autour de la Jamaïque, afin de trouver la source du séisme. Elle se cache dans l'obscurité, à plusieurs milliers de mètres sous la surface. Lorsqu'on vide l'océan qui entoure la Jamaïque, on aperçoit ces gigantesques sillons sur le plancher océanique qui courent d'est en ouest. Ce sont des lignes de fracture, des failles sismiques. Les failles sont des cassures de la croûte terrestre qui forment deux blocs, en l'occurrence la plaque nord-américaine et la plaque caraïbe au sud. Les deux sont en mouvement permanent. C'est une région où les glissements progressifs des deux plaques s'affrontent et où la pression s'accumule. Ce sont des zones sismiques. Et Port-Royal se situe au cœur de cette zone. Et dans le cas de 1692, la pression qui s'était accumulée très progressivement au fil du temps s'est relâchée brusquement pour donner ce puissant séisme. Lorsque l'énergie accumulée dans la croûte terrestre est brusquement libérée, elle répand des ondes sismiques alentour. « 7 juin 1692. Le jour de la catastrophe de Port-Royal débute comme une journée ordinaire. Les fidèles font leurs prières quotidiennes dans les églises, le commerce reprend dès l'aube. Les gens vaquaient à leurs occupations. L'onde sismique qui se propage à plus de 8 km par seconde se dirige droit sur Port-Royal. Un récit évoque qu'un homme se rendait chez le gouverneur adjoint pour un verre de sherry ce matin-là. Rien ne laissait présager la suite. Les ruelles et les rues de Port-Royal sont pleines de monde. Les docks et les quais remplis de navires marchands. La première indication semble avoir été une déflagration dans les montagnes au nord, puis un grondement sourd. D'après les archives dont on dispose, il y aurait eu 3 secousses. La suite allait être meurtrière. La secousse fut si violente qu'elle projeta les gens à terre. Des gouffres apparaissent dans le sol. La maison chancelait et les briques se soulevaient. Le sol s'est mis à onduler comme une houle de pleine mer. Les gens fuient pour échapper aux chutes de pierre. Mais la ville n'offre aucun refuge. La catastrophe de Port-Royal était un des pires scénarios. De grands immeubles de briques bordaient les ruelles étroites. Si vous vous trouviez dans ces ruelles, vous n'aviez aucune option de secours. Votre vie se jouait à pile ou face. Le séisme n'est qu'une des causes de la catastrophe. À lui seul, il n'explique pas pourquoi Port-Royal a été englouti par la mer. La ville va sombrer pour une toute autre raison. Derrière Fort Charles, on trouve un témoignage poignant des forces terrifiantes qui se sont déchaînées sous les rues sableuses de Port-Royal. Ce bâtiment de la marine est appelé la maison du vertige à cause du sentiment qu'on éprouve lorsqu'on y pénètre aujourd'hui. Il est complètement incliné et le plancher est encore au ras du sol. À l'intérieur, on est complètement désorienté. La maison du vertige est un des rares bâtiments à avoir survécu à un séisme de 1907. Ce qui s'est passé ici est comparable à ce qui a dû se produire en 1692, à ceci près que le séisme de 1692 devait être un peu plus puissant. Les bâtiments ont plongé d'environ 5 mètres dans le sable avec tous leurs occupants.
Le point culminant du séisme de Port-Royal est un événement extraordinaire. On l'observe très rarement lors d'un tremblement de terre. Il survient lorsque ces bâtiments qui s'écroulent plongent littéralement dans le sol avec leurs habitants. Les scientifiques appellent ce phénomène la liquéfaction des sols. Pour les habitants de Port-Royal, c'est l'enfer sur Terre. Le sol sablonneux sur lequel ils ont bâti leur maison se transforme en bourbier mortel. La liquéfaction du sol est un phénomène par lequel un sable saturé en eau perd sa portance à cause des vibrations et se transforme en bouillie. Ces images rares témoignent de l'horreur de la liquéfaction des sols à l'œuvre ici, à Niigata, au Japon, le 16 juin 1964. L'énergie délivrée par un puissant séisme sépare les grains de sédiments qui supportent la ville et expulse l'eau des sols vers la surface. La terre se transforme en sable mouvant et aspire les bâtiments vers le fond. Les malheureux de Port-Royal ignoraient que la terre ferme pouvait se muer en fluide mortel. Quelques minutes à peine après le séisme, le second acte de la catastrophe commence. Le sol s'ouvre brusquement, laissant jaillir l'eau et le sable. Plus la terre tremble, plus le sable devient liquide. Bâtiments imposants, églises, tavernes et même le fort de Port-Royal coulent comme des pierres. Ces maisons qui jusque-là apparaissaient comme les plus belles et les plus imposantes du quartier ont été englouties par le sol en un instant, jusqu'à complètement disparaître. Certains malheureux sont prisonniers des sables. Le sol les happait jusqu'au cou avant de se refermer sur eux, broyant leurs corps engloutis, à l'exception de la tête. Les chiens achevaient le supplice. Les sables mouvants font de nombreuses victimes. Mais il existe un récit incroyable qui parle d'un survivant. Un marchand français, Louis Galdi, s'est retrouvé happé par le sol. Tout le monde le croyait mort. Et puis, lors de la secousse suivante, il a été recraché vers la mer et il a survécu en nageant vers le bateau le plus proche. Après quoi, il est entré dans les ordres. Au total, les 2/3 de Port-Royal ont sombré. Ils emportent avec eux 2000 âmes et des centaines de bâtiments. Les ruines qui subsistent sont dans un remarquable état de conservation. Ce que j'ai découvert de plus fascinant, c'est la manière dont un bâtiment peut s'enfoncer de 5 mètres sur son emplacement d'origine sans qu'une seule brique ne soit déplacée. Et ces briques n'étaient pas liées avec du mortier, mais seulement plaquées. Pourtant, elles sont parfaitement intactes. Seulement, elles reposent par 5 mètres de fond. On perçoit vraiment la manière dont le tout a coulé d'un bloc. Les murs sont intacts, les cours sont indemnes. C'est un sentiment très étrange. Les archives précisent que la ville a été engloutie par la mer en quelques minutes. Mais le chaos engendré par le séisme ne s'arrête pas là. La mise au jour du site va nous donner des indices sur le 3e et dernier acte de la catastrophe qui s'apprête à frapper Port-Royal. Port-Royal est englouti par les flots en l'espace de quelques minutes. Les survivants voient leurs familles, leurs maisons et la ville sombrer sous les vagues. Nous avons scanné la zone du désastre. Des milliers de découvertes archéologiques ont été excavées sur ce site. Chacune raconte une histoire depuis les instants qui ont précédé la fin de Port-Royal. Celle de gens qui préparaient le déjeuner chez eux. Celle de tavernes qui se remplissaient de clients. Une fois vidée de ses eaux, la cité perdue dévoile des preuves extraordinaires qui montrent comment le séisme a porté le coup de grâce à Port-Royal. Les vestiges de l'épave d'un grand navire sont enfoncés dans le sol marin. Ils reposent au milieu des ruines d'une maison de Lime Street. La question est, pourquoi y a-t-il un navire sur le plancher d'un bâtiment de Port-Royal?
Cette découverte insolite a été mise au jour dans les années 1980 par Donny Hamilton. À présent, John veut découvrir ce que l'épave peut nous apprendre sur la catastrophe de Port-Royal. Voici un plan des bâtiments 5 et 4. Nous avons trouvé un bois de charpente qui s'avère être la quille d'un navire. Mais c'est surtout le bâtiment près du navire qui a surpris Donny. Pourquoi son mur n'était-il pas intact comme ceux des autres vestiges? La première chose qu'on a remarqué, c'est que ce mur ABCD aurait dû former une ligne droite, mais tout avait été poussé vers l'avant. Non seulement le mur est décalé, mais il a été démoli et un autre des murs est bombé. En fait, il s'agit d'un lieu d'impact. En matière d'archéologie, il est inhabituel qu'un moment précis soit préservé. Mais ici, on peut voir ce qui s'est produit. Mais comment un navire qui mouillait dans le port a-t-il fini par échouer dans une maison du cœur de la ville? L'identité du vaisseau permettrait-elle de résoudre ce mystère? En épluchant les archives, l'équipe de Donny a trouvé un candidat potentiel. Un navire de guerre anglais de 22 mètres de long, semblable à celui-ci. Le HMS Swan. D'après les archives, nous savions que le navire se trouvait au port au moment du séisme. Et il correspond aux dimensions de base de celui que nous avons trouvé dans le bâtiment 4. Il s'avère que le 7 juin 1692, le HMS Swan est à quai dans Port-Royal pour des travaux d'entretien. Tous les indices mènent à la même conclusion. On est en présence d'un navire qui mouille au port à une soixantaine de mètres de ce bâtiment et qui a été projeté dessus. C'est la preuve assez nette d'un tsunami. Le tsunami est le troisième acte du cataclysme qui a frappé Port-Royal. Le récit d'un témoin oculaire raconte que la mer s'est retirée du port de Kingston avant que la vague ne frappe. Une vague semblable à celles qui ont dévasté le Japon en 2011 et la Thaïlande en 2004. Le tsunami expliquerait ce qui est arrivé au HMS Swan. Aujourd'hui, pour la première fois, nous pouvons retracer son ultime voyage. Vidé de son lest, le HMS Swan est soulevé comme un bouchon par la vague géante qui s'abat sur Port-Royal. Il est projeté au-dessus de la ville engloutie. Sombre au niveau de Queen Street et termine sa course dans une maison de Lime Street, dont il perfore violemment les murs. Les archéologues ont retracé le destin tragique de Port-Royal. Mais il reste une dernière énigme à résoudre pour faire toute la lumière sur le déroulement de la catastrophe. Un des bâtiments les plus imposants de la ville a mystérieusement disparu du fond de la mer. Fort James. On sait d'après les cartes que Fort James trônait en bonne place à l'entrée du port. Il devrait donc apparaître sur les relevés sous-marins. Ce qui est surprenant dans la carte topographique en 3D, c'est qu'il n'y a pas de monticule susceptible de correspondre à l'emplacement d'un fort. On peut admettre qu'il se soit effondré pendant le séisme, mais lorsqu'on observe les plans, il semble avoir complètement disparu. S'est-il produit autre chose pendant la catastrophe qui pourrait expliquer la disparition de Fort James? Cela est d'autant plus mystérieux compte tenu de la taille de l'édifice. Comme Fort Charles, il s'agit d'une pièce de défense imposante dans la colonie anglaise du Nouveau Monde la plus importante de l'époque. Quelles autres forces déchaînées ont bien pu détruire ces murs et ces fortifications? Afin de le découvrir, John part à la chasse aux ruines du fort sur le fond marin. Je vais plonger sur le site présumé de son emplacement. D'accord. Et voir si je trouve des éléments structurels, des murs, tout ce qui dépasse. Si John remarque quelque chose, Simon Brown, l'expert en photogrammétrie, ira faire un relevé détaillé des lieux. On cherche des gros blocs de roche avec des bords droits.
ce genre de structure. Toute structure uniforme. John se fonde sur les rumeurs issues d'excavations précédentes de gros blocs sur le sol marin. Il commence ses recherches dans des eaux plus profondes, au-delà des limites connues de la ville engloutie. L'emplacement de Fort James a toujours été enveloppé de mystères. Grâce aux nouvelles technologies, on espère être en mesure de déterminer l'endroit où reposent les ruines du fort et ce qui a pu lui arriver. Les moindres vestiges pourraient détenir des indices sur les événements qui ont porté le coup de grâce à Port-Royal. John fait vite une première découverte. Une de nos balises vient de remonter et je crois que John a trouvé quelque chose. S'agirait-il de Fort James, la pièce manquante de la ville engloutie? Le séisme qui a détruit Port-Royal ne permet pas d'expliquer pourquoi un de ses plus gros édifices est absent du fond marin. Mais à présent, John Anderson pourrait avoir découvert les ruines de Fort James. Le moment est donc venu pour Simon Brown de scanner le site. S'ils ont fait remonter ces deux balises aussi vite, je suis convaincu qu'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Ici, nous avons de gros blocs de briques, de conglomérats et de mortiers. On voit qu'ils sont artificiels. Les bords sont nets. Et il y a des angles droits. Certaines formes indiquent que ce bloc ne semble pas appartenir au fond marin. L'équipe entreprend donc de noter et de cartographier la nouvelle découverte. Son étude va-t-elle permettre de comprendre ce qui a conduit le fort à sa perte? Il y en a partout qui jonchent le fond. Ce sont de gros blocs de bâtiments, de mortiers et de conglomérats. Ce sont certainement des vestiges de Fort James au fond. Des fragments répartis sur le sol marin, comme si la structure avait sombré. John a localisé Fort James pour la première fois. Il ne repose pas là où il devrait être, au fond de la mer. Et il n'en reste que quelques ruines. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le désastre? Voici un des morceaux que nous avons localisés et dont on pense qu'il appartient à Fort James. Voici un scan d'une grande portion de rempart, un vestige du grand fort. À la différence des autres bâtiments qui ont sombré, il n'est pas intact. Comment a-t-il fini brisé en morceaux? Lorsque le séisme a frappé, le fort a glissé dans le port, poussé par le poids de la ville, et a commencé à se fragmenter. Tandis que d'autres parties soumises à la liquéfaction des sols coulaient à pic, celle-ci a plutôt été poussée par-dessus bord avant de subir la pleine puissance du tsunami. L'anéantissement de Fort James laisse à penser qu'il n'y a pas eu qu'un seul tsunami. C'est l'ultime et cruel coup de grâce infligé par le séisme. Et son explication est justement la situation de Port-Royal dans Kingston Harbor. L'ironie ici, c'est que la position de ce port situé dans un lieu abrité et qui protège les navires des tempêtes a fini par jouer un rôle fatal au moment du séisme. Kingston Harbor a amplifié la puissance du tsunami. Imaginez cette vague qui déferle dans cette petite baie. Elle n'a nulle part ailleurs où aller. Dans la baie, le tsunami se heurte à tout le littoral et renvoie plusieurs vagues qui déferlent sur la côte nord de la ville engloutie, pulvérisant Fort James, qui sombre en se morcelant au fond de l'eau. C'est un peu comme si vous agitiez une baignoire pleine. L'eau va clapoter d'un bord à l'autre. Ce phénomène n'a fait qu'amplifier le cataclysme et la terreur. Port-Royal a été ravagé par un séisme, la liquéfaction des sols et plusieurs vagues de tsunami. Le désastre a coupé la ville du reste de l'île. Il n'est resté qu'un îlot dévasté et des milliers de cadavres. Une multitude de ces corps flottait encore plusieurs jours après, dérivant d'un côté du port à l'autre. La puanteur était telle qu'on aurait dit que les morts cherchaient à anéantir les rescapés. Lorsque la nouvelle du désastre arrive en Europe,
le vieux continent semble penser que Dieu a finalement rendu son jugement sur la cité pirate aux mœurs dépravées. Lorsque la nouvelle est arrivée en Angleterre, le sentiment le plus répandu était que la ville la plus dévergondée du monde anglophone avait eu ce qu'elle méritait. La catastrophe a été perçue comme un châtiment divin, comme une punition pour le pillage et les mœurs affligeantes qui avaient cours à Port-Royal. Par ce terrible jugement, Dieu les contraindra à réformer leur vie. Car il n'y a pas de population plus impie sur la terre. Port-Royal ne renouera jamais avec sa gloire d'antan. Le joyau du commerce des Caraïbes a été rayé de la surface du globe. Il est intéressant de se demander si le séisme n'avait pas eu lieu ici, si cet endroit aurait pu se développer comme Manhattan ou Hong Kong. Mais au bout du compte, c'est l'emplacement fatal de Port-Royal au-dessus d'une zone de faille active et la liquéfaction des sols qui ont scellé son sort. La réalité, c'est que les Anglais ont construit cette ville au mauvais endroit. C'est donc un événement, une tragédie, un désastre causé par l'homme, pas par la nature ou par Dieu. Le travail de John Anderson constitue la première modélisation de la cité pirate engloutie. Il pourrait contribuer à inscrire le site au patrimoine mondial de l'UNESCO afin de le protéger des ravages de la nature. La mer réclame de nouveau le site. Elle l'a englouti une fois et elle veut le reprendre. Mais grâce à la science et à l'utilisation de l'imagerie de pointe, nous connaissons maintenant l'histoire incroyable de Port-Royal. La cité pirate la plus célèbre de tous les temps a été réduite en miettes par un puissant séisme, aspirée sous la mer par la liquéfaction des sols, avant d'être achevée par plusieurs tsunamis. Une catastrophe en 3 actes qui a sonné le glas de la ville la plus dépravée du globe.